Finance, Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous. Alors, forte conviction au programme sur Sud Radio. Alors, pour le coup, les vraies voix et celle de Jean-Luc Petit-Huguenin, le patron de Paprec. Vous connaissez peut-être pas et pourtant, il s'occupe sans doute d'une partie de vos poubelles, de vos déchets. Et vous le savez évidemment, il y a une grosse opération en ce moment qui agite le capitalisme français entre Veolia et Suez. Tiens, c'est l'heure de gloire des déchets. Et Jean-Luc Petit-Huguenin, vous allez l'entendre, il dit que l'excellence française là-dessus, elle est à l'égal d'LVMH, mais c'est pas anecdotique, pas du tout anecdotique. Et puis ensuite, alors là aussi, enjeu très très important dans la bataille pour l'emploi, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas connaissance livresque, connaissance acquise, tout ce qui est connaissance comportementale. Savoir se comporter dans une entreprise, ça vous paraît idiot, mais on est de plus en plus à avoir besoin de se former pour ça. Et il y a justement une plateforme qui est en train de naître, donc on va vous raconter ça. On repart les amis, on repart avec alors le sujet de tous les sujets finalement, hein, parce que on va parler d'emploi ensemble, hein, Arnaud Destreil. Voilà, on va parler d'emploi et on va parler de formation. Et alors, pour le coup, quoi de neuf en ce qui concerne la formation? On va voir. On va se former.fr, c'est ça, hein, Arnaud? Tout à fait, exactement. Et ce que vous dites, vous, c'est il faut former à ce qu'on appelle les soft skills. Alors, définissez-moi d'abord ces fameux soft skills. Et ensuite, surtout, comment on se forme à ces trucs-là. Donc, allez-y, Arnaud. En fait, les soft skills, c'est les compétences comportementales. Le terme peut être barbare, mais il est beaucoup employé maintenant. Finalement, c'est lié au comportement des individus, leur intelligence de situation, leur savoir-être, la capacité à collaborer, l'audace, tout ce qui fait que ça va définir une personne et globalement aussi sa carrière. Aujourd'hui, il y a une étude Harvard qui disait que dans la réussite professionnelle, c'est à 85% les soft skills. Et les hard skills, donc les compétences techniques, ce n'est finalement qu'une petite partie. Ça doit dépendre des métiers, ça quand même, non? Enfin, j'imagine qu'un chercheur en biologie moléculaire, vous voyez, le fait qu'ils disent bonjour en rentrant au bureau, je suis pas sûr que ce soit si important que ça. Alors, oui et non. En effet, un chercheur, si justement il a les soft skills et qu'il s'entoure d'une bonne équipe et qu'il est doué pour faire collaborer les gens, qu'il est doué justement pour les mettre en avant, pour être bienveillant, forcément le boulot se fera mieux, il y aura de la fluidité. Donc effectivement, on peut penser à ces soft skills parfois pour des métiers commerce, mais vraiment pas que. Aujourd'hui, un ouvrier qui se comporte bien en entreprise, qui aura la bonne attitude, il va passer chef d'équipe parce que... Non, et puis en plus, je réfléchissais en vous écoutant avec mon exemple idiot de biologie moléculaire, c'est peut-être justement parce que ça aussi c'est un très très grand sujet, comment passer de la recherche fondamentale dont on nous dit qu'en France elle est exceptionnelle à l'entreprise qui va permettre de générer de la richesse, de la croissance, des emplois, etc. Justement, si le chercheur n'a pas ces fameux soft skills, ce sera encore plus compliqué pour lui que de basculer dans le monde du privé, de faire des embauches et de gérer une entreprise. Donc fondamentaux ces soft skills. Alors il faut dire que la plateforme, donc c'est une plateforme et vous allez me raconter ça, mais elle est montée en partenariat par une entreprise de travail intérimaire. Tout à fait. Et un organisme de formation. Exactement. Enfin, pas un organisme, une société qui fait de la formation depuis 13 ans. En fait, le groupe actuel, qui est le leader indépendant de l'intérim en France, s'est associé avec Business, qui est une société qui depuis 13 ans fait de la formation nouvelle génération. Et leurs deux forces accolées, l'idée c'est d'avoir une société très forte pour l'emploi et la formation. Et donc, ils ont créé cette branche dont je m'occupe, qui est la branche On va se former. C'est une plateforme donc de streaming formation, uniquement sur les soft skills, on est spécialisé avec des vidéos, des jeux, des quiz, voilà. Mais est-ce qu'on peut se former? Parce que c'est pas très très loin de l'éducation finalement. Les soft skills. Mais je vous rejoins. Finalement, souvent on est à la frontière du développement personnel, mais effectivement, il y a plein de paramètres dans les soft skills, mais ça se travaille. Il y a pas mal de livres ou d'articles qui disent que ça se travaille presque comme un muscle ou qui mettent ça en parallèle avec des sportifs de haut niveau. Et effectivement, même si ça semble pas évident, inné chez certaines personnes. Soit vous avez été bien élevé, soit vous l'avez pas été. Mais la capacité à bien collaborer, à faire passer les bons messages, à convaincre, la capacité à avoir de l'audace ou à oser. Il y a plein de choses, la créativité.
créativité pour trouver des solutions. Dans le travail, c'est quand même assez souvent qu'on peut avoir des solutions. Ça peut se développer, ça peut s'apprendre. Ça se développe. Nous, on a fait une plateforme qui est très dynamique, très sympa, très ludique, mais on voulait avoir du fond. Donc on travaille avec des experts renommés pour avoir un fond vraiment solide. On dit beaucoup, alors je n'en sais absolument rien, hein, vraiment, on dit beaucoup que la jeunesse aujourd'hui a un peu de mal justement avec le comportement en entreprise. Est-ce que c'est une cible particulière pour vous? Alors oui, c'est une cible. Je pense qu'il y a surtout une envie de leur part du changement de monde et du changement d'attitude et donc tout ce qui peut être travail à distance ou flexibilité des horaires. Il y a surtout un état d'esprit qui évolue. À un moment, on parlait beaucoup d'employabilité et notamment de gens qui étaient restés éloignés du travail pendant un bon moment. Le simple fait de se lever et d'arriver à l'heure, par exemple, c'était des fondamentaux. Alors, ça fait partie des fondamentaux. Nous, on va viser évidemment des gens qui sont en recherche d'emploi plus tard, mais là, le cœur de notre métier, c'est des gens qui travaillent et qui veulent évoluer, qui veulent progresser. C'est aussi des gens qui sont au travail partiel et qui voudraient être plus employables pour une seconde activité. En fait, ça peut être assez large, mais globalement, dans un premier temps, on est en B2B, on vend aux entreprises cette solution, un abonnement, et c'est vrai que ça va aider à mettre de la fluidité. C'est intéressant parce que vous disiez, en fait, c'est réservé au top management avec des coachs individuels, ce genre de formation. C'était réservé et on essaie de le démocratiser. On est assez fiers d'être spécialisé là-dedans et de chercher à le démocratiser. Nous, on fait un abonnement avec un accès à notre plateforme et les gens vont aller se former sur différentes Et vous vous adressez aux entreprises qui souhaiteraient former leurs salariés? Nous, dans l'idée exactement, une entreprise qui va offrir cette solution... J'ai mon compte individuel de formation, moi je peux aussi m'offrir onvaseformer.fr. J'espère que dans quelques mois, on pourra vous satisfaire et qu'on vendra la solution aux consommateurs par le biais du CPF, je l'espère. Mais au final, dans un premier temps, aux entreprises, on vend un abonnement pour que eux l'offrent à leurs équipes et misent sur le capital humain et fassent grandir leurs entreprises et leurs sociétés par le même biais. Merci Jean-Luc. Jean-Luc Petit-Huguenin, donc le patron de Paprec sur Sud Radio. onvaseformer.fr tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Dernière partie de notre émission, donc, avec Jean-Luc Petit-Huguenin. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Il y a longtemps qu'on se parle, Jean-Luc, et alors je l'ai dit tout à l'heure et je tiens à le dire, je le dis comme ça de temps en temps, mais tu fais partie de ceux qui m'ont appris énormément de choses sur l'entreprise, sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, sur tout ça. Moi je me souviens, Jean-Luc, juste un mot, je me souviens comment tu m'avais raconté la crise. Donc Jean-Luc Petit-Huguenin, parce que t'es quand même pas Johnny Hallyday. Donc Paprec, on est au cœur des déchets, du retraitement des déchets, enfin d'abord de la collecte, et puis du retraitement de ce qui peut être retraité, c'est ton grand combat d'ailleurs, voilà, essayer de retraiter un maximum de ces déchets, évidemment on va dire un mot, peut-être même un peu plus autour de Veolia Suez, parce que voilà, ce sont les deux grands frères, mais je me souviens que tu m'avais raconté la crise de 2008. Et la crise de 2008, il faut vous rendre compte, c'est ça qui rend cette crise, notre crise là, maintenant, c'est pour ça que je dis choc, moi, très différent. 2008, tout s'arrête. Là, il y a des tas de secteurs qui continuent. C'est ça qui rend les choses très contraintes. Et notamment, toi, autour de la collecte des déchets, autour de la revente d'un certain nombre de métaux ferreux, par exemple, que tu récupères, tout s'arrête. Et tu me dis, à un moment, il y a un Turc, un ferrailleur turc qui sort de nulle part et qui met un prix... Un sidérurgiste. Un sidérurgiste turc. Et qui met un prix sur une tonne de ferraille. C'est ça. Ce qu'il a acheté 400 €, tout d'un coup c'est descendu à 40 €, et le gars il se dit mais à 10 fois moins cher, je peux peut-être acheter. Et c'est le début de la reprise. Voilà. Non mais c'est ça. À ce moment-là, et je dirais pour mon propre groupe, 2008, c'est la première fois qu'on traverse une crise aussi grave et on va sortir renforcé. Et si je prends la comparaison aujourd'hui, jamais on a une crise sanitaire identique à Covid et on va sortir renforcé. Mais ce sur quoi je voudrais insister dans la compréhension justement des mécaniques de l'économie, c'est à un moment, il faut qu'il y ait un gars qui ait la force, peut-être les moyens, l'opportunité de dire stop, à ce prix-là, je prends. Ça donne un prix à tout le monde. Et ça permet ensuite de relancer la machine. C'est ça le sujet. Tout le monde a connu ça. 93, si tu avais un appartement dans Paris, ça avait tellement baissé que... Puis derrière, si on regarde de 93 à aujourd'hui, ça a légèrement augmenté à Paris, à ma connaissance. Tu vas faire un petit 200%, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, alors attends, il faut quand même qu'on purge, c'est le cas de le dire, l'histoire Veolia Suez. Donc, juste un ordre de grandeur quand même. Toi, t'es 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
10 000 personnes, et eux, c'est 3 milliards en France. Ouais. Chacun 20 et quelques mille personnes. D'accord. Mais en même temps, c'est des groupes mondiaux aussi. C'est ça. Donc voilà, ils sont bien au-dessus des... Alors, au-dessus des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires Suez, je suis pas sûr. Enfin bon, bref. Enfin, voilà, c'est ça, c'est ordre de grandeur. Comment tu regardes ça, Jean-Luc? Moi, j'ai sous-titré « Heure de gloire pour les déchets ». Alors, j'allais dire, la première chose que j'ai envie de dire pour notre secteur avec heure de gloire pour les déchets, c'est si on pouvait dire enfin qu'on a des géants mondiaux et que la filière du déchet est, en France, ce qui se fait de mieux dans le monde. C'est vrai, ça? Mais c'est incroyable, c'est vrai sur le plan technologique, c'est vrai sur le plan de la capacité à aller à l'étranger, c'est vrai, par exemple, moi, en recyclage, je suis le meilleur du monde, et donc, c'est vraiment intéressant. Le meilleur du monde? Du monde. Du monde. Du monde. Je te mets au défi quand tu veux. On va voir d'autres usines. Je vais prendre plastique. On va les visiter. Et je peux donner un exemple. Quand Danone met son eau d'évian dans une bouteille 100% recyclée en premium aux États-Unis, elle me commande à moi le plastique recyclé pour fabriquer son eau premium qu'elle lance aux États-Unis, pour dire le degré de confiance. Personne d'autre ne peut faire ce que tu fais là en termes de recyclage. On est au meilleur niveau de ce qui se fait. Au meilleur niveau de ce qui se fait. Non mais j'allais dire, si je prends une autre comparaison, on parle toujours du luxe. Ouais. Le luxe, bon, c'est fabuleux en France. Ouais. Ça existe aussi en Italie, ça existe aux États-Unis. C'est le Gucci du déchet. Alors, non, ce que j'allais dire pour répondre à Suez Veolia, c'est est-ce que, parce qu'on a vu l'argument, est-ce qu'il faut un seul groupe, c'est-à-dire est-ce que LVMH et Kering et Hermès ils doivent fusionner pour faire un grand champion mondial? Ils sont déjà champions. Donc a priori dans ce secteur-là, la réponse est non. A priori, on peut avoir Suez, Veolia et Paprec. Si je ne vais pas me comparer à Hermès, mais le troisième. Alors, le prototype du faux débat en ce moment, c'est la protection de l'emploi. On dit il faut pas que les deux ils fusionnent, se rapprochent parce que ça va tuer de l'emploi. Mais c'est complètement faux dans notre secteur. C'est une histoire de fou. C'est-à-dire, c'est deux groupes qui sont d'abord dans l'incinération, la décharge, etc. Et on va aller de plus en plus vers le recyclage où on a besoin de 8 fois plus d'emplois. C'est-à-dire que la vraie question que devraient poser tous les syndicalistes, tout le monde, c'est dites, monsieur Frérot, vous allez me récupérer peut-être à tel endroit, et je sais qu'un jour il faudra que j'aille je sais qu'il y aura plein d'emplois dans votre groupe, beaucoup plus qu'aujourd'hui. 180 000 personnes, dit Frérot, on trouvera une place pour tout le monde, absolument. Mais là-dessus, ça se discute même pas. Ce qu'il devrait demander à Frérot, c'est, non mais, est-ce que vous êtes dans les technologies d'avenir? Est-ce que vous allez nous emmener? Est-ce que vous allez nous former? Alors, probablement que Frérot va répondre oui, et puis que chez Suez, ils pensent le contraire, mais le prototype du faux débat actuel. La directrice générale des opérations de Veolia qui était là hier nous a ramené des petites billes de palladium. C'était dans un... Exactement, ouais. Formidable jeune femme d'ailleurs. Ouais, c'était dans un petit tube à essai là. Et donc il y avait 3 petites billes de rien du tout. Il y en avait pour 500 € de palladium récupérées sur les trottoirs et sur les égouts de Londres. C'est ça. Truc de dingue. Et donc, sur l'ordinateur, le jour où tu jettes ton iPhone ou tes téléphones, on récupère les métaux rares. Mais là, c'est en nettoyant les égouts, en nettoyant les caniveaux. Voilà, en nettoyant les caniveaux de Londres. Truc de dingue. Donc voilà, c'est ça. Non, mais ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais des égouts. Ouais. Mais le meilleur niveau technologique au monde, en France, les savoir-faire en Europe considérables, en Finlande, en Allemagne, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pays en voie de développement, l'Inde, la Chine, l'Afrique, c'est eux qui, pour l'instant, ont des endroits où ça pollue. La propreté des villes s'est améliorée, voilà, sur les 30 dernières années, en tout cas. Et puis il y a ces masques partout, là, compliqués à recycler. Oui, mais on sait faire. On n'a pas de problème technique. Non, mais de nouveau, n'a pas de problème technologique. Si vous voulez que je vous transforme votre pot de yaourt en quelque chose de complètement inerte, si vous voulez que je vous transforme de l'amiante, on va prendre exprès le truc le pire, de l'amiante, on sait faire un genre d'obsidienne. Tu vois cette pierre complètement dure, on sait faire une obsidienne qu'on met sur les routes. Et donc technologiquement, non mais c'est une question de prix. Technologiquement, il n'y a pas de barrière. La barrière, c'est le pognon. C'est ça. Ouais. Et le pognon collectif. Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut que nous, on est au service des industriels. On ne peut pas leur facturer n'importe quoi, au service des collectivités. Donc c'est au pays de choisir le niveau qu'il veut de non-pollution.
Et nous, on sait le faire. Et je reviens sur mon sujet. En France, on a des secteurs d'excellence. Le luxe, c'est un secteur d'excellence. Mes amis de L'Oréal et tout, c'est un secteur d'excellence. Si on pouvait, dans l'énoncé, rajouter l'environnement, on est au meilleur niveau de ce qui se fait dans le monde. Donc, est-ce qu'il faut constituer un champion, 2 champions? Moi, mon ambition, c'est le 3e champion. Ouais. Avec en plus, alors un autre enjeu fondamental, malheureusement, Dieu sait qu'on prend du temps, mais avec toi, il en faudrait encore plus. Mais ton grand combat, Jean-Luc, en plus, c'est l'inclusion. C'est-à-dire ton grand combat. C'est-à-dire, non seulement c'est de l'emploi, mais c'est de l'emploi pour ceux devant lesquels toutes les portes se ferment. Le slogan de mon entreprise, c'est pour une planète plus verte, on vient de le décrire, mais aussi pour une société plus fraternelle, c'est-à-dire accueillir la différence, les gens de toutes les couleurs, les gens de tous les âges. Parce que... Mais toi, t'as pas le choix, c'est ça, tu le fais. Alors tu le fais parce que d'abord, c'est bien, mais c'est aussi parce que tu es obligé de prendre tout le monde, Jean-Luc. Pas du tout. Quand j'ai démarré, les gens m'ont dit, avec tes idées généreuses, tu fais la charité, tu vas te casser la figure. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, donc c'est rassurant, parce que mes idées généreuses sont des idées d'avenir. Parce que quand on a plein de travailleurs immigrés dans son entreprise. Non pas parce que j'étais obligé, c'est 25% de cadres et d'agents de maîtrise dans le groupe Paprec, 2450 comme salaire moyen pour tous les ouvriers. Donc on arrête. Moi j'ai pas besoin de lumpenprolétariat, j'en veux surtout pas. Donc j'ai pas. Mais par contre un immigré, il parle d'autres langues. Moi je vends dans 65 pays dans le monde. J'ai toujours une fille ou un gars dans mon groupe qui sait parler la langue du pays en question. Sans déconner. Mais bien sûr. Et donc tu es en train de discuter le contrat et tu dis j'ai besoin d'un gars qui peut m'aider en Sri Lankais, quoi. C'est ça, exactement. T'as été, je crois, un des premiers, il y a je sais pas combien de temps, à publier une charte justement de la laïcité avec un certain nombre de comportements dont tu as dit qu'ils sont inacceptables et le taux d'approbation a été de 100%. C'est un coup de chance, ouais, 100%. Mais non, c'est pas un coup de chance. Ça veut dire que tu l'as vu avec eux, tu les as écoutés, t'écoutes les gens, tu vois ce qu'il est possible de faire, tu crées finalement. Oui, j'ai le parcours original, je pars de 0, on arrive aujourd'hui à 10 000. Peut-être que tu me réinviteras peut-être que dans un an, on sera à 20 000, hein. On ne sait jamais avec toutes les affaires là, qui sont en train de se passer. Oui, parce que, soyons clairs, si Veolia reprend Suez, il va falloir qu'il se sépare de l'eau. Ça c'est fait, c'est pas toi, c'est Thierry Déo, c'est Meridiam. C'est pas moi. Mais sur le déchet, ils ont le même enjeu. Il va se passer des choses. Ah non, puisque tu es là, toi, justement. Il y a un troisième acteur sur le déchet. Oui, et plein d'autres. Et plein d'autres. Qui va gagner la compétition? Qu'est-ce qui va devoir se passer? Et c'est là où, pour les pouvoirs publics, c'est très intéressant. Et c'est là où tout ce que tu viens de nous décrire, c'est aussi pour toi des avantages comparatifs. Au moment où Veolia, et Antoine Frérot, il est un peu comme toi, Antoine Frérot, il a des idées très claires, des convictions très fortes sur l'entreprise n'est pas seulement un centre de profit, voilà, je le résume comme ça. C'est sûr que vous pouvez prendre langue tous les deux, ça, il n'y a pas de doute. Entre nous, soit dit, c'est plus facile dans mon cas quand tu es propriétaire, au sens où par ailleurs c'est ton propre argent. Donc c'est là aussi Bernard Arnault, il peut faire des trucs que d'autres peuvent pas faire. Donc, Petit Huguenin, il peut faire des choses parce que au pire, si mes idées, les gens ils en veulent pas, mon groupe va se ruiner. Mais au contraire, et ce qu'on a appris, et c'est vraiment on va terminer, Jean-Luc, on est au bout là. C'est que en fait, dans une entreprise patrimoniale, familiale, on pense plus long. Parce que moi, mon but, c'est de transmettre mon entreprise à mes enfants. Pas de la vendre, pas de faire 45% de terri. C'est de la transmettre à mes enfants pour qu'ils continuent d'en faire une belle aventure industrielle. Les amis, Jean-Luc Petit-Huguenin, le président de Paprec, était donc notre invité sur Bismart. Et nous, on se retrouve... Tu reviendras dans un an, donc, oui, tu me l'as dit. Voilà. Rendez-vous. Peut-être même avant. Peut-être même avant. Toujours un grand plaisir. Merci Arnaud, les amis. On se retrouve demain sur Sud Radio avec d'autres aventures d'entrepreneurs.